bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Nous sommes désolés pour ces quelques minutes de retard et bienvenue à cette nouvelle webconférence donc dans le cadre de Novembre Perle, mois de sensibilisation au cancer du poumon. Et donc ce soir, pour parler de cette thématique, nous avons la chance d'être entourés d'un binôme de Gustave Roussy. Bonsoir, professeur Bèze. Donc vous êtes oncologue médical et directeur de la recherche à Gustave Roussy. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, vous serez avec le docteur Botticella. Bonsoir, docteur Botticella. Vous êtes radiothérapeute donc à Gustave Roussy. Et bien sûr, pour incarner tout cela, nous aurons la chance d'avoir le témoignage de deux patientes, Armelle et Florence, que nous écouterons avec attention. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence et merci encore d'être avec nous ce soir. Donc, un tout petit mot d'accueil au nom de Mon Réseau Cancer du Poumon et toute son équipe, et vous dire qu'on trouvera bien sûr le replay de cette webconférence dans quelques jours. Et je vous invite tout au long des présentations à poser vos questions dans l'onglet dédié. On va se passer la parole pour que ce soit vivant, donc et un peu rythmé. Donc, on va donc commencer avec le professeur Bèze qui va nous expliquer déjà comment on caractérise et pourquoi on caractérise et pourquoi c'est si important de les caractériser, ces cancers du poumon. Et après, on aura donc deux témoignages d'Armelle et de Florence qui viendront, on va dire, s'intercaler avec les slides d'explication sur les différents grands types de cancers du poumon. Voilà, et puis donc on prendra un temps de questions à ce moment-là pour répondre voilà, à vos interrogations. Et donc, dans un deuxième temps, le docteur Botticella nous dira en fait quand est-ce qu'elle intervient en tant que radiothérapeute sur ces métastases, puisqu'il y a les traitements, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Voilà, donc je passe tout de suite la parole au professeur Bèze et très bonne soirée à vous tous. Et merci encore à Armelle et Florence qui sont avec nous. Bonsoir et merci beaucoup pour cette invitation. Donc on va parler des cancers du poumon à un stade que l'on dit métastatique. Il y a 4 stades dans le cancer du poumon. Les stades 1, 2 et 3 sont localisés dans le thorax et le stade 4 est caractérisé par une dissémination à un autre organe. Alors ça peut rester dans le thorax, c'est-à-dire ça peut aller à la plèvre ou au poumon en face, mais le plus souvent ce sont des organes qui sont à distance. Donc métastase, c'est un mot qui fait un peu peur, mais qu'on va utiliser sans tabou. Ça veut dire que quand il y a une lésion dans le poumon et dans le cerveau, on ne parle pas d'un cancer du poumon et du cerveau, mais on parle bien d'un cancer du poumon avec différentes localisations dont le cerveau. Et toutes ces cellules ont la même parenté et donc en théorie, si le traitement fonctionne sur la tumeur primitive, il doit aussi fonctionner sur les métastases qui sont donc, encore une fois, les mêmes familles de cellules. C'est pour ça que ce terme de métastase, qui est un terme qui est souvent très péjoratif, en fait, il est important, c'est simplement pour dire qu'il y a une unicité dans la maladie. Et donc, aujourd'hui, le cancer du poumon est le plus souvent diagnostiqué à un stade métastatique parce que, en particulier chez les patients fumeurs, il y a très peu de programmes de dépistage et donc on trouve le cancer malheureusement à un stade plus avancé. Néanmoins, depuis une vingtaine d'années, on a eu beaucoup de modifications dans notre prise en charge qui sont liées à des révolutions thérapeutiques. Et pour accéder et prescrire au mieux ces révolutions thérapeutiques, on doit mieux comprendre le cancer. Alors, je vais aller sur la diapositive suivante. Alors, je peux les passer, excusez-moi. Mais il y a un intérêt, voilà, parce que comme je fais de la recherche clinique, eh bien, je suis en lien avec des laboratoires, mais l'argent va à l'hôpital et je n'ai pas de lien financier avec l'ensemble de ces laboratoires. Le cancer du poumon, ça n'est pas une maladie, mais c'est plusieurs maladies. Peut-être que vous, qui nous regardez, vous êtes atteint d'un cancer du poumon, eh bien, le cancer de la personne qui est derrière un autre écran aura probablement rien à voir. Le cancer, c'est une cellule normale qui devient tumorale. Et pour qu'elle devienne tumorale, elle a accumulé des anomalies, le plus souvent des mutations. Alors, qu'est-ce qui engendre des mutations? C'est le soleil sur la peau, c'est aussi le tabac dans les bronches et dans les alvéoles. Et au départ, on regardait sous un microscope l'aspect des cellules et on disait c'est cancer. Et puis ensuite, ça venait du poumon, c'est un cancer du poumon. Et puis ensuite, on a dit il y a des grandes et des petites cellules. Donc, on a appelé ça petites cellules et non à petites cellules. Et puis, au sein des non à petites cellules, on a dit il y a des cellules
qui sont plutôt d'origine glandulaire, celles qui font notre mucus par exemple, et on va les appeler adénocarcinomes, et les autres qu'on va appeler carcinomes épidermoïdes, et ceux, quand on ne sait pas, les carcinomes à grandes cellules. Et puis, il y a eu une révolution, c'est que les gènes qui caractérisent nos cancers, ces fameuses mutations dont je parlais, eh bien, elles peuvent prédire l'efficacité de traitement, et c'est la révolution des thérapies ciblées. Et on a comme ça caractérisé aujourd'hui 10 cibles moléculaires, c'est-à-dire que ces grandes familles de cancers vont être définies par un gène anormal dominant. Ce sont des analyses qui sont assez simples à faire parce que quand on fait un prélèvement de tissu, on peut très facilement extraire l'ADN des cellules et donc extraire et analyser cet ADN. Et vous voyez que alors qu'il y a 20 ans, on avait uniquement une chimiothérapie avec des sels de platine, une bichimiothérapie, aujourd'hui, on doit rechercher 10 entités moléculaires pour lesquelles on a 10 familles de traitements différents et plus de 26 traitements qui sont aujourd'hui sur le marché. Et donc, si je veux traiter correctement un patient atteint d'un cancer du poumon, je dois savoir quel type de cancer il a. Et alors qu'il y a 20 ans, je m'arrêtais à « Ah, c'est une petite cellule, c'est un nom de petite cellule, c'est un adénocarcinome, ça me suffisait pour débuter un traitement. » Aujourd'hui, il me faut une couche en plus qui sait, d'accord, c'est un adénocarcinome, mais quels sont les gènes mutés, présents ou absents, qui vont me permettre de savoir quel est le bon traitement à donner. Vous voyez que ces gènes ne sont pas très fréquemment mutés, et le plus souvent, ce sont chez des patients peu ou non fumeurs, c'est-à-dire, si je veux caricaturer, qui ont fumé en gros moins d'un paquet par jour pendant 15 ans. Ce serait un peu ça, les patients qui seront un peu plus dans cette famille des patients non ou peu fumeurs. Chez les patients, on va dire caucasiens, européens, ça représente probablement 40 à 50% de notre population. Chez les patients asiatiques, et sans qu'on comprenne pourquoi, c'est beaucoup plus fréquent de trouver une anomalie dans le cancer. Alors ça représente le chemin que va faire un patient quand il a une suspicion de cancer du poumon. Par exemple, j'ai des patients qui doivent se faire enlever la vésicule biliaire. Ils ont un scanner, mais qui remonte un peu et qui voit le bas du poumon et on trouve un nodule à probabilité de cancer. Alors, il faut comprendre le stade du cancer et pour ça, on fait un scanner du thorax, de l'abdomen, un PET scan. On injecte du sucre radioactif qui permet d'avoir une cartographie différente, pas plus précise, mais différente de celle du scanner. Et puis, en général, une imagerie cérébrale. Et ensuite, on doit dire c'est un cancer et le seul moyen de le dire, c'est de prélever un morceau de tissu et de l'analyser. Alors, ça, c'était notre première étape depuis toujours. Et maintenant, on a l'étape suivante en bleu, qui est la caractérisation des gènes du cancer. On appelle ça le profil moléculaire. Parfois, on appelle ça par la technique de profilage, qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle NGS. Et souvent, le médecin va dire, est-ce que j'ai le NGS du cancer? S est pour séquençage, c'est-à-dire que c'est le profil moléculaire du cancer. Et ça, on le fait à partir du même matériel, c'est-à-dire le tissu qu'on a prélevé chez le patient. Avec tout ça, on va être capable de dire le stade et le traitement. Alors là, on va partir sur le fait qu'on est face à un traitement à un stade 4, à une maladie donc métastatique, et que le traitement, c'est un traitement par voie générale, c'est-à-dire systémique, et le traitement systémique, on doit l'adapter aux gènes du cancer. Et parfois, la biopsie est si petite que l'anatomopathologiste, ce confrère médecin qui va lire l'aspect des cellules tumorales, va en fait épuiser le matériel pour lire l'aspect des cellules et il ne restera plus de matériel pour pouvoir le caractériser. Et là, on a une solution aujourd'hui qui est de plus en plus utilisée, qui est la biopsie liquide. C'est un terme horrible. Biopsie, ça veut dire qu'on va faire le diagnostic en prenant un morceau de tissu, mais on a ce terme qui n'est pas idéal, mais biopsie liquide, ça veut dire que dans la prise de sang, on va aller rechercher pas les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, mais des fragments de l'ADN du cancer qui peut circuler dans le sang. Et on a comparé dans pas mal d'études, vous voyez, tissue profile, ça veut dire le profil sur tissu, et la ligne en dessous, ctDNA profile, c'est le profil sur ADN tumoral circulant. Eh bien, regardez la première colonne. Dans plus de 200 patients,
on avait pu obtenir un profil sur biopsie dans 52% des cas, parce que dans 48% des cas, il n'y avait plus assez de matériel ou il était de qualité insuffisante, alors que la biopsie liquide permettait, dans 91% des cas, d'avoir la réponse. Donc, c'est un outil très intéressant qui permet de compléter parfois la biopsie tumorale quand on n'a pas l'information. Et donc, avec tout ça, et c'est ma dernière diapo avant de passer la parole à nos patientes, et bien avec tout ça, on a un panorama qui va de, sur ma gauche, les thérapies ciblées. J'ai identifié un gène, vous voyez, ils ont tous des noms un peu compliqués, EGFR, ALK, ROS1, qui a une anomalie particulière qui me fait prédire une bonne efficacité d'un traitement ciblé, un anti-EGFR, un anti-ALK. Et puis à droite, si je ne trouve pas ces gènes, je vais regarder un marqueur très simple sur les cellules tumorales qui s'appelle PDL1 et je vais prescrire une immunothérapie, seule si PDL1 est très fort, avec une chimiothérapie si PDL1 est intermédiaire ou absent. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à faire ce métier, le traitement standard était une chimiothérapie pour tout le monde. 20 ans après, le traitement standard n'est plus la chimio. C'est une thérapie ciblée pour une famille de maladies et une immunothérapie éventuellement associée à une chimiothérapie pour une autre famille de maladies. Et donc tous, vous avez un cancer qui appartient à ce spectre, mais vous voyez qui est extrêmement divers et hétérogène. Donc attention, ce soir, c'est un message, je crois, de dire les histoires que je vais entendre, elles vont résonner, mais parfois, elles vont être en fait assez loin de la mienne parce que le gène important qui est muté dans mon cancer est différent, parce que la réponse que j'ai à l'immunothérapie est différente. Et on va, je crois, commencer par le témoignage d'Armel. Voilà. La famille de droite que je vais mettre en rouge, qui est la famille, nous n'avons pas trouvé d'anomalie sur un gène particulier dans le cancer et le traitement a été immuno ou chimio-immuno. Merci beaucoup pour ces premières explications sur l'importance de cette caractérisation. Et on passe donc la parole à Armel, voilà, qui va nous dire un peu son parcours, ce parcours diagnostique, et puis aujourd'hui, voilà, les grandes étapes de ces traitements et comment elle va. Et on est ravis de la retrouver. C'est tout bon? Oui, là j'ai... Moi, mais... On ne vous voit plus, mais sinon, c'est... On t'entend. On vous entend. Écoutez, j'essaie de remettre la caméra. Donc, je suis Armel, j'ai 55 ans. J'ai été diagnostiquée donc début 2024. Ça m'énerve un petit peu quand même. Excusez-moi. Si quelqu'un peut m'aider pour la caméra là. Oriane, tu peux voir pour la caméra, ouais. Voilà, j'ai été diagnostiquée de façon j'ai eu mal au dos. Je me suis coincée le dos dans mon canapé. Vous savez, des trucs après le 1er janvier, voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai été chez comment on appelle ça, l'ostéopathe, une fois, 2 fois, qui m'a dit non, il y a un problème il y a un problème. Bon. Donc, j'étais voir mon médecin qui me dit « Oh, Mme Keinec, franchement, vous abusez, vous êtes… voilà, ça suffit, ça suffit, ça suffit. » Et j'ai réussi à avoir une ordonnance pour avoir quelque chose pour mon dos. Et en fin de compte, pour vos dos, c'était juste pour savoir ce qui se passait. Et en fin de compte, on m'a fait une radio. Waouh, jackpot, masse de plus de 10 cm apparente, voir un médecin. Waouh, vous sortez ça. Et j'ai eu personne qui me l'a dit. J'ai eu personne, je suis sortie comme ça. Voilà. Bon, après, j'étais fumeuse, j'avais arrêté de fumer. Je me suis dit, waouh, j'ai quelque chose qui n'était pas bon. Je me doutais d'un truc pas bon. Donc, j'ai été voir mon médecin.
j'ai forcé mon médecin parce que mon médecin ne voulait pas que je fasse encore plus de radio ni de scanner. Je dis, non, 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 on me dit un scanner et tout. Il m'a dit, c'est pas grave, j'ai une grosse infection avant et tout. Il m'a dit, non, 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 vous inquiétez pas. Donc, j'ai eu ce scanner et j'ai eu ce monsieur qui m'a dit que voilà, que j'avais un cancer a priori, que c'était un cancer. Pour lui, c'était une super. Bon. Après, je me suis dit, ok, c'est un cancer du poumon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas ce que je voulais dire. Je vais m'en sortir. J'ai fait des tests. On a pris un rendez-vous dans le centre de traitement dans lequel je suis suivie, qui, sur les premières images, a dit, ok, il y a le cancer du poumon, il n'y a rien d'autre ailleurs. On va faire, on va dire, le dépistage et puis on appelle ça le diagnostic, on va dire, tout ce qu'il peut avoir de plus. J'ai fait le truc de souffle. Hein. Le gars qui m'a fait le truc de souffle, même le médecin m'a dit, waouh, vous êtes vraiment une championne, vous allez faire de la plongée sous-marine et tout, pas de souci. Après, j'ai fait d'autres choses. Et puis après est arrivé le jour où j'ai eu le diagnostic. Donc, j'ai eu un adénome carcinome, non à petites cellules, à métastasé aux os, avec 10 métastases aux os, aux côtes, aux hanches et au cerveau. Donc là, c'était le plus grand choc de ma vie, parce que j'ai compris que je n'allais pas guérir. Donc, depuis, on m'a proposé un protocole qui est donc de double chimio au départ, plus immuno, carbo. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des. C'est pas grave les médicaments, c'est juste chimio, immuno, c'est bien. Double chimio et immuno. Et aujourd'hui, je suis chimio immuno. Voilà. Et donc, cela fait 22 mois que je subis ça. Et je suis en réponse semi-complète. Comment je vis? Je vis plus ou moins bien. Il y a des jours, ça va. Des jours, ça va moins bien. Je vis au fur et à mesure des contrôles. Dans 10 jours, j'ai mes contrôles. Et des gros contrôles, parce qu'au bout de pratiquement 2 ans, avec tous les effets secondaires que je peux avoir, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà. Mais je suis en vie. Et c'est ça que je veux dire. Chaque jour est merveilleux. Même si on n'a pas droit à tous les nouveaux traitements, les trucs. Franchement, et je suis sur une réponse quasi complète. Donc, vraiment, je vis, je fais du sport. Bon, je crois que je participe à plein de choses aussi pour Patients en réseau. Je fais plein de choses et je suis heureuse. Voilà. Merci beaucoup, Armelle. C'est pas facile de témoigner. Et puis, en plus, il y a eu ces petits effets un peu troublants avec la vidéo. Mais merci de ce témoignage parce que ça montre aussi ce chemin entre une découverte un peu par hasard, une douleur, et puis on voit quelque chose, et puis et finalement, il y a ce temps de consultation, puis de confirmation que c'est un cancer, et un certain temps. Est-ce que tu peux nous dire le temps que ça a pris entre le moment où tu as compris que c'était un cancer du poumon et le moment où on a pu commencer les traitements, justement, toute cette proposition de traitement? Est-ce que ça, c'était long ou est-ce que tu te souviens? Alors, moi, je me suis coincé le dos le premier week-end de janvier. Voilà. Et ma première chimio-immuno était le 21 février. Voilà. Mais c'est parce que moi, vous savez, j'ai senti ce truc-là. C'était pas un blocage de dos comme d'habitude. Voilà. C'était pas le truc. Comment vous expliquez? C'était pas normal. C'était quelque chose qui. Vous voyez ce que je veux dire. C'était pas pour embêter ma chef pour lui dire d'avoir un nouveau fauteuil. C'était. J'ai senti un truc. Et du coup, ma chef, écoutez, elle part en retraite et je travaillerai plus avec, alors que c'était une super chef.
Merci Armelle beaucoup pour ce témoignage. Et c'est vrai que sur mon réseau cancer du poumon, on est souvent touché dans vos histoires de patients par tout ce temps en fait entre des symptômes qui ont parfois rien à voir, parce que je pense qu'il faut qu'on rappelle, et vous le savez tous en fait, que le poumon, on ne le voit pas et on ne le palpe pas, on ne le ressent pas. Donc en fait, on ne sait pas forcément qu'il se passe quelque chose là. Et du coup, les histoires diagnostiques sont parfois très longues et tout à fait particulières. Donc merci beaucoup. Et on va repasser la parole au professeur Besse pour, qui nous explique pour ce type de cancer un petit peu les traitements. Merci. Alors, c'est vrai que vous avez reçu une association de chimio et d'immunothérapie et vous l'avez bien dit, vous avez eu d'abord une double chimiothérapie et ensuite on a simplifié le traitement avec une simple chimiothérapie, mais tout en poursuivant l'immunothérapie. Alors, je vais vous montrer une dia volontairement illisible, parce qu'en fait, c'est simplement pour vous montrer que tout le monde a fait la même chose, c'est-à-dire proposer à des patients qui ont un cancer du poumon un essai avec un tirage au sort, parce que c'est comme ça qu'on met les médicaments sur le marché, et qui a comparé un traitement standard, c'est-à-dire cette bithérapie avec cette bichimiothérapie, 4 cycles, c'est-à-dire 3 mois de traitement, parce que c'est un cycle toutes les 3 semaines, suivi d'une monothérapie, à la même chose, plus le pembrolizumab. Ou l'atezolizumab. Ça, c'est les exemples qu'il y a, mais il y en a d'autres. Il y a le sémiplimab. Enfin, il y en a tout un tas. Et en fait, je vous montre ça. Et ici, des courbes pour vous montrer que ces courbes, on appelle des courbes de survie. Et vous voyez que la courbe bleue est toujours supérieure à la courbe rouge. Ça, c'est parce que l'immunothérapie apporte un bénéfice. Et puis, il y a aussi quelque chose que l'on peut voir. Alors, les courbes sont un suivi qui n'est pas suffisamment long, mais il y a quelque chose qu'on voit, par exemple sur la courbe en haut à gauche, en bleu, on voit ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire qu'on voit que certains patients ont un bénéfice, c'est un bénéfice très prolongé. Et ça, c'est un vrai changement dans notre façon de traiter, parce qu'avec la chimiothérapie, habituellement, le bénéfice s'essouffle et on a pas ou extrêmement rarement des longs répondeurs, alors que l'immunothérapie, quand elle marche, elle peut marcher très longtemps. Alors, le traitement est planifié pour 24 mois et parfois, on peut continuer l'immunothérapie plus longtemps. Nous, on a regardé ça dans les données de la sécurité sociale, sur 47 000 patients, et on a vu que faire 2 ans de traitement ou plus ne modifiait absolument pas l'évolution du cancer. Et donc, nous, notre recommandation, et c'est pour la plupart des sociétés savantes, c'est de faire 2 ans de traitement. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que finalement, quand je vais recevoir une patiente comme vous, Armelle, avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire vous avez dit, j'ai réalisé que je n'allais pas guérir. Et mon rôle va être de dire, on pourra parler de la mort autant qu'il faut, rien n'est tabou, mais on fait un traitement pour vivre. Et donc, on va parler de tout, mais on va parler de comment on vit et comment on peut vivre longtemps. Et donc, on ne peut pas le savoir à l'avance parce que je n'ai pas de façon de savoir à l'avance. Alors, j'ai un critère, je vais en discuter juste après, qui me permet de catégoriser les cancers en un peu plus sensibles ou un peu moins sensibles à l'immunothérapie, mais vous allez voir les limites. Mais ce que je dis à mes patients, c'est le traitement est prévu pour 2 ans. Et ce 2 ans déclenche une contre-réaction à ce que vous avez dit, c'est dire, s'il me parle de 2 ans, c'est que peut-être dans 2 ans, je vais être encore là. Et c'est important parce que j'ai aussi des patients qui ferment la porte à tout en disant, c'est la fin, le compte à rebours a commencé. Et avec l'immunothérapie, alors, pas assez souvent, pas chez assez de patients, et on doit augmenter l'efficacité des immunothérapies pour que ça arrive plus souvent, mais on a une partie de nos patients qui sont longs, très longs, très, très longs répondeurs. Et je ne veux pas générer d'espoir qui soit déraisonnable, mais c'est une réalité qu'il est important d'appréhender au départ, parce que j'ai aussi des patients qui me disent au bout d'1 an, mais je suis en réponse et ça va bien, alors que je ne pensais plus être là, et qui se retrouvent dans une situation de finalement je vais bien, et
Et c'est une situation où on ne peut pas trop se plaindre parce que tout le monde va vous dire bah, attendez, tu as de la chance d'être en vie, alors que bah, on passe par des hauts et des bas qui ne sont pas simples, et remonter la pente est aussi quelque chose de pas très simple. Et pour nous, c'est aussi assez nouveau parce que c'était quelque chose qu'on vivait moins main à main avec le patient. Il y a aussi quelque chose que vous avez dit qui m'a marqué. Tu me dis je suis en rémission. Alors, vous m'avez dit j'ai une réponse partielle ou une réponse comme si vous avez dit, comme si votre cancer n'avait pas assez répondu. Et le poumon, j'aime bien dire que le poumon est un peu une chochotte. C'est-à-dire que quand il y a une masse dans le poumon, elle laisse quasiment à chaque fois une cicatrice. Et en fait, dans le cancer du poumon, on a extrêmement peu de réponses complètes. C'est-à-dire on n'a quasiment pas, enfin dans en gros 5% des cas, des scanners qui se nettoient complètement. Comme après une infection du poumon, la plupart du temps, il reste une trace sur le poumon. Alors, elle peut être un peu calcifiée, etc., mais il reste une trace. Et ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est que ça diminue, et ça diminue au début, et ensuite, ça reste stable. Et la seule chose importante, c'est que ça ne progresse pas, que ça ne réaugmente pas. Et c'est quelque chose d'important dans ce que vous avez dit, cette idée de... comme si vous n'aviez pas assez répondu. Non, vous avez très bien répondu et ça fait 21 mois. Et ça veut dire que votre système immunitaire a pris le relais de la chimiothérapie et est en mouvement. Alors, on fait un marqueur très simple sur les cellules tumorales qui s'appelle PDL1. C'est quelque chose fait quasiment automatiquement maintenant quand il y a un diagnostic de cancer du poumon. Et vous voyez, moins de 1%, ça c'est le pourcentage des cellules tumorales qui expriment ce marqueur PDL1. Et quand on a plus de 50% des cellules tumorales, eh bien l'immunothérapie seule va induire une réponse importante dans plus de la moitié des cas. Alors que si PDL1 est absent, c'est à peu près 10% des cas. Quand on fait une association chimio-immunothérapie, ces chiffres ne sont plus complètement vrais. Ce qui est important là, c'est de dire que quand c'est négatif, il y a quand même des réponses. Et quand c'est positif, il y a quand même des cancers qui ne sont pas, enfin des systèmes immunitaires plus exactement, qui ne se mettent pas en route pour aller détruire les cellules tumorales. Et pourquoi ça? Eh bien parce que les cancers sont hétérogènes. J'aime beaucoup cette image, qui est une image de scanner. Alors, vous voyez, je ne sais pas si on voit ma flèche quand je... Non, on ne voit pas ma flèche. Alors, on va... je vais mettre... Imaginez, je suis sur le dos et c'est des coupes comme ça, comme un saucisson. Et donc, on va regarder une coupe de saucisson avec la tête vers l'arrière de l'écran et les pieds vers nous. Et donc, la partie noire qui est à gauche, c'est le poumon gauche. La partie noire qui est à droite... pardon, la partie noire qui est à votre gauche, c'est le poumon droit du patient. Et l'inverse, la partie noire, c'est le poumon gauche du patient. Et en bas, en blanc, on voit les vertèbres avec les côtes. Et puis, on voit aussi deux petits traits blancs. Là, en bas, c'est les deux omoplates qui sont coupés comme un saucisson. Et on voit du jaune. Et le jaune, c'est le PET scan, c'est du sucre radioactif. Mais le sucre a été remplacé ici par un élément qui va aller regarder PD1, PDL1. Et on voit au centre, un petit peu sur votre droite, une espèce de masse un peu hétérogène. Et ça, c'est pour vous montrer dans le cancer, qui est cette masse que l'on voit là, en haut, on voit qu'il y a des zones très fortes en jaune, des zones noires ou très, très, très faiblement jaunes. Et ça vous montre qu'à certains endroits, la tumeur exprime très fortement PDL1 et à d'autres endroits, pas du tout. Et puis, on voit en haut à droite de l'image une boule très, très jaune. Ça, en fait, c'est une métastase dans le pectoral, c'est-à-dire dans le muscle qui est là. Et cette boule jaune, eh bien, elle est très, très forte parce qu'elle exprime beaucoup PDL1. Et alors, finalement, si je fais une biopsie dans cette métastase pectorale, je vais avoir PDL1 très fort, alors que vous voyez, il y a certaines régions du cancer, si je fais une biopsie, je vais avoir PDL1 très faible, alors qu'en fait, quand je vois une tumeur comme ça, elle est plutôt assez positive. Et puis, un mot, avant de peut-être prendre des questions, c'est de dire qu'on donne probablement trop d'immunothérapie. Alors, 2 ans est suffisant en général. Alors, il y a des cas, mais quand on est à 2 ans d'un traitement et qu'on répond toujours à l'immuno, on est un peu rattaché à la vie par cette immuno et on se dit, mais c'est mon cordon ombilical
et je ne veux pas le couper parce que si j'arrête l'immuno, ma maladie va réévoluer. Et ça, c'est pour ça que c'est important dès le départ de dire ce sera 2 ans. Alors, dans certains cas, on l'a fait plus longtemps, mais c'est important et il faut faire confiance au système immunitaire. Quand pendant 2 ans, on l'a stimulé et qu'il a été attaqué, en fait, on arrête l'immuno et le système immunitaire est lancé. Et puis, l'autre chose, c'est que ce sont des traitements qui coûtent cher et parfois, vous connaissez le prix et c'est d'ailleurs difficile parfois de se dire je coûte cher à la société et peut-être qu'on en donne trop et je pense qu'on en donne trop et cet essai, c'est un essai financé par la Sécu qui tente de montrer que mi-dose d'immuno, c'est-à-dire toutes les 6 semaines et pas toutes les 3 semaines, est suffisant pour contrôler les choses. Vous voyez, on peut aussi, comme docteur, avoir des élans citoyens et de se dire bon, ces traitements, ils marchent très bien, mais peut-être que les doses que l'on utilise ne sont pas les bonnes et qu'on peut coûter moins cher à la sécurité sociale. Et un mot aussi sur, parce que j'ai des patients qui me disent quand même je coûte cher, etc. Mais attention, le traitement, oui, coûte cher, mais dans le soin, ce qui coûte cher, c'est plein de choses. Une hospitalisation, ça coûte très cher. Aller consulter plein de docteurs, prendre plein de traitements pour soulager les douleurs, ça coûte cher. Prendre des ambulances pour aller voir ces gens, ça coûte cher. Donc, quand vous parlez de soins, il faut voir tout. Et puis, quand les patients sont si bien qu'ils ont envie de retravailler, ils cotisent. Et donc, pour la Sécu, c'est l'inverse. Vous voyez, donc, simplement, toujours, quand on parle d'économie, c'est une petite parenthèse, mais le tableau, en fait, est beaucoup plus global que juste le prix de votre médicament. Mais du coup, est-ce qu'on prend des questions maintenant, professeur, sur cette partie-là de traitement ou... Pardon, je vous ai peut-être coupé sur une dernière explication. Non, pas du tout. Ok, déjà, je voulais vraiment vous dire merci pour ces explications-là. Je voulais dire que sur mon réseau cancer du poumon, on a aussi tout un groupe de patients qui sont, on va dire, sans traitement. Après, justement, soit des interruptions plus ou moins rapides, d'ailleurs, en fonction du niveau de réponse, voire aussi de réactions qui peuvent être des effets indésirables à l'immunothérapie, mais qui pour autant n'a pas empêché des très bonnes réponses. Donc, c'est vrai que cette question du temps avec l'immuno est une réalité. Et donc, nous, on est très contents d'avoir un petit groupe de très longs répondeurs qui font plein de choses. Et d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils sont nombreux à nous aider dans l'association, puisqu'ils retrouvent plein d'énergie et envie de faire des choses. Alors, on a une question aussi sur, vous avez parlé, il y a plusieurs noms d'immuno, c'est pas le sujet là ce soir, mais certaines parfois sont proposées même pour 1 an. En fait, cette question de la durée, elle est en gros questionnée actuellement dans un certain nombre d'essais. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que ça marche et est-ce qu'on peut re-challenger si on l'arrête? Il y a un peu cette question de si on la prend moins longtemps et que j'en ai besoin dans quelques temps, par exemple, est-ce que ça va remarcher? Voilà, c'est une première question pour cette question de temps. Alors, on l'arrête soit parce qu'on a atteint la durée qui a permis de démontrer l'efficacité de l'immunothérapie. Après une radiochimiothérapie, c'est 1 an. Si on la donne après une chirurgie, on en fait 3 injections avant la chirurgie et on s'arrête là et ça suffit. Ça suffit à avoir un impact sur la survie des patients. Et puis en phase métastatique, c'est 2 ans ou plus. C'est ouvert, mais on peut s'arrêter à 2 ans. Et puis on peut l'arrêter à cause, vous l'avez dit, de toxicité. Et dans ces cas-là, on peut l'arrêter même très très tôt, à 3 mois par exemple, mais en fait quand il y a de la tox, souvent c'est que le système immunitaire s'est mis en route de façon extrêmement positive et du coup c'est plutôt des patients bons répondeurs et qui peuvent répondre très longtemps malgré une durée très très courte. Moi j'ai une collègue qui s'occupe de mélanome, l'immunothérapie était là 5 ans avant dans le mélanome par rapport au cancer du poumon, donc ils ont plus de recul, plus d'expérience. Elle utilise une double immunothérapie et elle se dit je pense qu'il y a des patients, ils ont besoin d'une seule injection des 2 immunos et ça suffirait. Alors qu'aujourd'hui, elle leur donne 2 ans de traitement. Donc, si on arrête et qu'on reprend, oui, il y a peu de données rapportées dans la littérature, mais oui, on a des cas de patients qui ont arrêté, la maladie a repris et ils ont refait une immuno qui a marché. Attention, il faut être sûr que ce soit la même maladie parce qu'il y a des patients qui vont tellement bien qu'on arrête à 2 ans et puis 4 ans après l'arrêt, ils reviennent avec une boule dans le poumon en disant « Regardez, ça revient ». Et puis, on biopsie, ça ne revient pas. C'est un 2e cancer du poumon. Voilà. Et donc, il faut être aussi vigilant de se dire, ce n'est pas que ça n'a pas marché la 2e fois, c'est que c'était un autre cancer. Et donc, il faudra l'analyser. Puis, j'ai vu passer
est-ce qu'il y a des immunothérapies de deuxième ligne? Alors ça, c'est par exemple, j'ai une immuno de première ligne qui a un peu marché, puis ensuite le cancer a progressé. Aujourd'hui, il n'y a pas d'immuno de deuxième ligne sur le marché, mais il y a beaucoup d'essais pour essayer d'avoir des médicaments un peu plus puissants. Donc, il y a des essais thérapeutiques qui sont en cours. Et puis, il y a des essais aussi pour essayer de faire des injections des lymphocytes activés. On appelle ça les TIL, TILs. Et alors, beaucoup plus lourd comme process, mais pour dire que, on va dire que on a une immunothérapie plutôt simple aujourd'hui et qu'on travaille sur des immunothérapies plus armées, peut-être plus agressives aussi, aujourd'hui en rescue, on va dire, des premières immunothérapies et peut-être demain en première ligne. Merci beaucoup. Alors, effectivement, les choses ont beaucoup évolué depuis 20 ans et les cas de chimiothérapie de première ligne, puisqu'on voit même des gens qui disent « j'ai arrêté depuis 5 ans », etc. Donc, merci pour tous ces témoignages qui donnent beaucoup d'espoir. Alors, on a bien compris que le testing va orienter les thérapies qui vont être mises en place. Et donc, on a une question de Michael, qu'on connaît bien puisqu'il est co-responsable de mon réseau cancer du poumon, qui demande est-ce que tout le monde bénéficie du même testing en fonction du centre de soins? Et donc, c'est un peu complété par la question de Pascal sur la biopsie liquide. Est-ce qu'elle est pratiquée partout en France? Alors, on est chanceux en France parce que l'INCa a eu cette intelligence, mais il y a maintenant très longtemps, hein, c'était en 2004, de créer un réseau de plateformes. Et puis ensuite, ce réseau a évolué avec en particulier des partenaires privés parmi les partenaires publics. Mais globalement, ça a entraîné tout le monde à faire un screening moléculaire, c'est-à-dire une recherche d'anomalies moléculaires chez 100% des patients. Alors après, on n'a pas toujours les bons réflexes parce que quand les choses changent, ça va très vite. Par exemple, aujourd'hui, même chez un patient qui est opéré d'un cancer du poumon, il faut faire cette recherche d'anomalies moléculaires, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Et donc, parfois, on a le réflexe de le faire dans des maladies métastatiques et pas dans des maladies. Donc, il faut toujours le questionner. C'est, je crois, toujours intéressant. Et ensuite, la biopsie liquide, elle vient en complément quand on n'a pas l'info sur le tissu. Et là, on sait que l'accès est encore un peu limité. On a estimé sur une enquête réalisée il y a 2 ans qu'on était à 30% des praticiens qui avaient un accès facile à la biopsie liquide. Je crois que les choses se démocratisent, on va dire. C'est de plus en plus simple. Mais par contre, on y a accès facilement. Moi, j'ai des collègues qui m'envoient des patients parfois parce qu'on y a accès ici et que ça peut déboucher sur un essai thérapeutique. Merci beaucoup. Alors, comme on est très nombreux, on a beaucoup de questions et il y a des questions dont vous allez donner les réponses. Donc, on va vous laisser avancer, professeur Besse, et puis après, on reprendra des questions et puis surtout, on aura le témoignage de Florence. Bah écoutez, en fait, Florence, je vais vous donner la parole maintenant parce que sur la gauche de l'écran, on est dans la situation dont on parlait de la découverte au diagnostic d'un gène muté dans le cancer. Et important de dire, hein, c'est dans le cancer qu'on trouve le gène. C'est pas le patient qui est porteur du gène. Souvent, on dit le patient est EGFR muté. Non, non, non. Le patient a un cancer EGFR muté. Il n'a pas de gène de prédisposition qu'il peut donner à ses enfants. Et je crois que vous êtes dans cette situation et donc vous allez nous parler de votre parcours après la découverte d'une mutation d'un des gènes du cancer. Bonsoir, oui. Donc, je m'appelle Florence et j'ai 57 ans. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du poumon métastatique en mai 2024. Ça a fait suite à l'hiver 2023-2024 où j'ai enchaîné des maladies pulmonaires, bronchite, pneumopathie, Covid. En fait, je suis professeure des écoles et à chaque fois que je reprenais le travail, je retombais malade. Et donc, j'ai passé une première radio, une deuxième radio, mais comme je retombais toujours malade, il y avait toujours quelque chose. Mon médecin m'a quand même envoyé passer un scanner. Et suite au scanner, il me dit « Ah, j'aimerais bien l'avis d'un pneumologue ». Alors, j'ai vu la pneumologue début avril et je vais passer un deuxième scanner juste avant. Et là, j'avais repris le travail, j'étais plus malade, donc tout allait bien. Ça a été la grosse douche froide, le rendez-vous.
où elle m'a dit qu'en fait, ce qu'on voyait au scanner, ce n'était pas les restes de mes maladies de l'hiver, mais c'était le contraire. C'était ce qui avait déclenché toutes ces maladies. Et donc, forte suspicion de cancer. Donc là, j'étais sidérée parce que j'étais non-fumeuse, donc jamais j'ai pensé avoir un cancer du poumon. Un autre cancer, oui, mais pas celui-là. Donc, elle m'a fait passer une fibroscopie bronchique, un PET scan, ensuite une biopsie sous scanner. Donc, ça a duré 1 mois et demi. Et donc, en mi-mai, j'ai eu le diagnostic d'un adénocarcinome pulmonaire métastatique avec de nombreuses métastases au niveau des deux poumons, des ganglions, des métastases osseuses et sur une surrénale. Donc, elle m'a envoyée ensuite dans un centre de lutte contre le cancer. Alors là, ça a été rapide. Moins d'une semaine, j'ai eu rendez-vous avec l'oncologue qui, elle, m'a dit j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai eu du mal à entendre ce mot de bonne nouvelle. Elle m'a dit vous avez une mutation EGFR et donc vous pouvez avoir une thérapie ciblée. Alors, j'ai eu du mal à entendre ce mot de bonne nouvelle, mais maintenant je le comprends effectivement. Parce que ça fait 17 mois que je suis maintenant sous thérapie ciblée et que je suis en réponse partielle. J'ai plus de métastases. La tumeur a diminué de moitié à peu près. Et puis, ça me permet de mener une vie presque normale parce que j'ai pu reprendre le travail à mi-temps. Donc, maintenant, je comprends. Après, ça a quand même changé beaucoup de choses, le cancer dans ma vie, je dirais. Vraiment, il y a eu le choc de l'annonce et on a l'impression de passer dans un monde parallèle et de plus de plus se comprendre avec les autres gens. Il y a des hauts et des bas au niveau psychologique. Heureusement, il y a les soins de support. Et puis, les hauts et les bas sont souvent aussi liés, comme disait Armel, au rendez-vous. Tous les 3 mois, scanner, rendez-vous oncologue. À chaque fois, voilà, ça fait stresser forcément. Et puis les effets secondaires, et puis aussi pour le travail, j'ai dû faire une demande de RQTH, donc voilà, accepter d'être handicapée. Le mot voilà, fait peur. Mais sinon, je dirais aussi que le cancer a changé quand même des choses en positif dans ma vie. Je dirais que ça a resserré les liens avec mes proches. Et puis aussi, j'ai fait des belles rencontres sur mon réseau cancer du poumon grâce à ça. Et puis, je profite à fond, plus qu'avant, en fait, de la vie. Des petits bonheurs du quotidien. Voilà, je continue donc à travailler, continue à faire du sport. Je suis bénévole dans une association sportive et je continue. Et, et voilà, je dirais que la vie est belle. Et puis, j'ai l'espoir que tant que la thérapie ciblée marche, on découvre encore autre chose pour qu'il puisse éventuellement guérir. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que c'est dur de c'est dur. On est content d'avoir la mutation EGFR, évidemment, comme clinicien, parce qu'on a une palette de traitements qui arrive. Et donc, on dit c'est une bonne nouvelle. Et ça peut percuter un peu des choses. Alors, c'est bien parce que c'est quand même porteur d'espoir et on est content de voir son oncologue avec une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple. Et aujourd'hui, ce sont des traitements qui ne changent pas la façon, on va dire, fondamentale dont on traite les maladies. C'est-à-dire que ce sont des traitements qui contrôlent et qui contrôlent parfois très longtemps. Et on parle de maladie chronique, et on en parle beaucoup, et c'est vrai. Mais une maladie chronique, vous l'avez dit, hein, on la vit en
on la vit dans sa chair, quoi. On parle de cancer, mais c'est vrai aussi pour des polyarthrites, etc., pour d'autres types. Et je ne veux pas comparer la gravité, mais la maladie chronique est pas simple à vivre. Mais c'est vrai que c'est des traitements qui peuvent la contrôler longtemps. Et puis, j'ai vu une question qui était, mais quand ça résiste, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut repasser au diapositif peut-être. Et donc, eh bien, je vais prendre, Armelle, votre exemple de la mutation EGFR. EGFR, c'est un gène qui va donner une protéine. Tous les gènes sont dans le noyau de la cellule et ça fait fabriquer à la cellule des protéines. On a 25 000 gènes à peu près et toutes les cellules ont tous les gènes. Et les cellules vont choisir les gènes nécessaires pour faire leur fonction de globules blancs, de cellules glandulaires sécrétant par exemple les hormones, etc. Et EGFR, c'est un des gènes qui permet à la cellule de proliférer. Et certains cancers découvrent, c'est un mauvais terme, mais profitent de ce gène, l'activent en permanence et du coup, la cellule a un message de prolifération permanent. Et ce message de prolifération, il vient parce que ces protéines ont une activité qu'on appelle tyrosine kinase. Et la tyrosine kinase, c'est une protéine qui s'active on-off. Et dans le gène, elle est définie par 4 zones du gène qui s'appellent les exons. Et donc, comme c'est uniquement cette activité de la protéine qui nous intéresse, quand on fait l'analyse du gène EGFR, on regarde uniquement la petite zone du gène EGFR, exon 18 à 21, qui correspond dans la protéine à cette activité enzymatique. Et chaque exon va définir une maladie EGFR un peu différente. Voilà, il y a à peu près 10% des patients en France qui ont un cancer muté EGFR, et vous voyez, en fait, au sein de ces 10%, eh bien, on a une hétérogénéité en fonction du type de mutation que l'on porte. Alors, comment on a commencé? Eh bien, on a découvert cette mutation il y a 21 ans, en 2004, et les médicaments anti-EGFR, les inhibiteurs d'EGFR, qu'on appelait à l'époque de première génération, étaient déjà sur le marché, et on s'est rendu compte que ces inhibiteurs fonctionnaient en fait que chez les patients dont la tumeur était mutée EGFR. Et au moment de la résistance, on a rebiopsié les patients pour comprendre pourquoi la maladie résistait. Et dans la moitié des cas, on trouvait une mutation de résistance qui s'appelle T790M, qui se met au niveau du gène sur la poche tyrosine kinase et qui empêche mon inhibiteur première génération de rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des inhibiteurs de troisième génération capables de rentrer et de bloquer cette activité tyrosine kinase. Et c'est l'inhibiteur de troisième génération qui s'appelle l'osimertinib. Donc, à un moment, on prenait un premier inhibiteur, première génération. Au moment de la résistance, on rebiopsiait. Et si on trouvait cette mutation de résistance, on pouvait prescrire l'inhibiteur de troisième génération. Et puis, l'inhibiteur de troisième génération est monté, on va dire, en première ligne. Et c'est maintenant celui qu'on prescrit en première intention. Et on a aussi vu que si on le prescrivait avec une chimiothérapie qu'on va appeler un peu booster en début de prise en charge, on pouvait augmenter le temps de contrôle de la maladie et maintenant c'est une option chez certaines personnes. Mais au moment de la résistance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en gros, il y a 2 grandes familles de mécanismes de résistance. EGFR est donc muté et je donne un inhibiteur de GFR. Mais je peux avoir des nouvelles mutations. On a parlé d'une qui s'appelle T790M, il y a C797X, plein de noms compliqués. Mais ces mutations peuvent empêcher mon inhibiteur de troisième génération de rentrer. Et donc, il y a des inhibiteurs de quatrième génération qui sont en développement aujourd'hui. Ça, c'est un mécanisme de résistance lié à EGFR. Et parfois, EGFR, c'est à droite, ce qu'on appelle bypass. EGFR reste important et bloqué par le médicament. Mais la cellule, comprenant que GFR ne va plus donner de signal de prolifération, va profiter d'un autre gène, par exemple MET, et va augmenter la quantité de MET sur la surface pour augmenter le signal et que la cellule devienne dépendante du signal MET pour proliférer. Et donc, on a fait des médicaments qui sont à la fois anti-EGFR et anti-MET. C'est un médicament sur le marché qui s'appelle l'amivantamab. Donc, l'amivantamab, à la fois, il est plus fort sur EGFR et à la fois, il inhibe le copain MET qui peut se mettre en route pour doubler sur la droite GFR et dire à la cellule, il faut proliférer.
Alors l'amivantamab, il a été testé avec une chimiothérapie après l'osimertinib, c'est-à-dire l'inhibiteur de 3e génération, et chimio plus amivantamab fait mieux que chimio seul. Et aujourd'hui, on a accès en 2e intention, au moment de la progression sous osimertinib, à cette association de chimio plus amivantamab. Alors, du coup, dans toutes mes stratégies, je peux mettre sur la droite chimio plus amivantamab, mais évidemment, on l'a testé en 1re intention. Et donc, on peut aussi donner une combinaison d'amivantamab plus un cousin de l'osimertinib en 1re intention. Et c'est simplement pour vous dire, et je vais finir sur cette diapo, que vous voyez en 20 ans de développement de GFR, eh bien, on a eu des générations successives d'inhibiteurs de plus en plus forts et de plus en plus sélectifs, et on a eu des médicaments qui venaient bloquer les voies parallèles capables de s'activer au moment de la résistance. Et c'est un beau modèle, c'est notre plus ancien modèle dans le cancer du poumon. Et pour les autres types d'anomalies, c'est aussi ça qu'on attend, des médicaments plus forts sur la cible et des médicaments qui sont aussi capables d'inhiber les voies parallèles à la cible. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup avancé dans notre timing. Donc, je propose peut-être qu'on prenne 1 ou 2 questions pour qu'on laisse le temps au Dr Botticella de présenter ces informations autour de la... Je peux aussi répondre directement dans le chat. Ok, on peut faire ça. En fait, juste là, on a pris un exemple, ce qui est super intéressant, juste peut-être que vous pouvez nous préciser. On a fait, du coup, on a bien dressé le tableau de GFR, mais vous l'avez montré au début, il y a quand même beaucoup d'autres mutations, des mutations déjà bien connues. On a déjà des médicaments, d'autres qui sont en cours de recherche, en accès. Donc, en gros, pour tous ces patients qui, eux, ont des maladies plutôt avec mutation, comment on fait pour suivre tout ça? Est-ce que finalement, en fonction de l'évolution de la maladie, en fait, on se repose la question de la caractérisation et de qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui? Enfin, comment ça fonctionne? Parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de chacune et vous allez répondre dans le pour ça. Votre question, c'est finalement, au moment de la résistance, est-ce que je dois rebiopsier pour comprendre qu'est-ce que la maladie devient, comment elle résiste? Alors, il y a 2 façons de répondre. D'abord, oui, il y a des cas où on veut biopsier parce qu'on se demande si la maladie ne se transforme pas en une autre maladie. Il y a des cas d'adénocarcinome qui peuvent se transformer en petites cellules. Et là, c'est une chimiothérapie complètement différente. Donc, il y a des cas où on le fait pour comprendre, mais ça a un impact. Mais c'est ça la vraie réponse, c'est que ça doit avoir un impact. Donc, si je n'ai pas de médicament derrière ou de stratégie derrière, rebiopsier pour biopsier, on peut le faire, mais alors c'est un cadre de recherche. Et je crois que les choses avancent très, très vite. Moi, je vois, à Gustave aussi, on a 450 essais qui sont ouverts et on en active 150 à 200 chaque année. Et beaucoup de ces essais sont sur des thérapies ciblées. Donc, ça tourne très, très vite. Je crois que c'est important. Gustave aussi, c'est un des centres avec un accès à ces essais thérapeutiques. Mais il y en a des dizaines en France. Et en général, votre oncologue, il travaille en binôme avec un centre un peu plus gros où il y a des essais thérapeutiques. Je crois que c'est important d'aller questionner est-ce qu'il n'y a pas un essai thérapeutique pour moi qui pourrait me rendre service parce qu'on pense que dans la situation de résistance, ajouter ce nouveau médicament va apporter un bénéfice. Merci beaucoup. On va laisser la parole au docteur Botticella. On vous met vos slides. Bonjour à tous. Oui, je veux bien. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et merci à Armelle et Florence pour vos témoignages. Donc, j'essaierai un peu de vous présenter les généralités de la radiothérapie, essayer un peu de débunker les faux mythes de la radiothérapie. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, je vais pouvoir commencer. La radiothérapie est un des principaux traitements contre le cancer et le 50% des patients atteints d'un cancer, normalement, en auront une tout le long de leur maladie. Et il utilise des rayonnements pour détruire les cellules cancéreuses, mais en essayant de préserver le mieux possible les tissus sains et les organes avoisinants. Et il s'agit d'un traitement loco-régional, tout comme la chirurgie ou la radiofréquence ou la cryothérapie. Donc, la radiothérapie externe, comment est fait un accélérateur de radiothérapie? En pratique, je ne crois pas que vous voyez ma flèche. Non.
Vous voyez un patient sur ce pictogramme qui est allongé sur une table de traitement et autour du patient, il y a une machine qui tourne et vous voyez les rayons sortent. Vous ne les voyez pas comme ça, hein, bien évidemment, c'est juste le dessin. Donc, les rayons, on ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne les sent pas, on ne s'en rend pas compte, mais ils sortent d'une partie de l'accélérateur qui s'appelle TET et qui génère des photons X. Pour la plupart des cas, les patients ont une radiothérapie externe par photons X et ces rayons traversent la peau pour atteindre la zone à traiter. Donc, la radiothérapie est pour la plupart du temps, il s'agit d'une radiothérapie externe, mais certains patients avec d'autres types de cancers peuvent aussi avoir un traitement qui s'appelle curithérapie, quand la source radioactive est implantée directement pour le patient. Le cas des patients pour la prostate, c'est rarement appliqué pour les cancers bronchiques. Ou une radiothérapie métabolique où on marque un marqueur avec une source radioactive. C'est classiquement utilisé, par exemple, pour les cancers de la thyroïde. Selon la combinaison avec la chimiothérapie, elle peut être exclusive quand elle est administrée toute seule, concomitante quand elle est administrée avec un médicament ou bien une hormonothérapie pour d'autres types de cancers. Par rapport à la chirurgie, elle peut être adjuvante, c'est-à-dire après la chirurgie ou néo-adjuvante quand elle est administrée avant la chirurgie. Et le but peut être un but curatif ou bien antalgique, par exemple, ou cytoréducteur pour faire réduire une masse qui comprime, par exemple, des structures critiques telles que les structures vasculaires du thorax, par exemple. Donc, un peu de notions pratico-pratiques de radiothérapie. Donc, on a pas mal de préparations qui précèdent la radiothérapie, notamment à travers d'un repérage de la zone à traiter avec un scanner de radiothérapie. Donc, tous les patients qui font de la radiothérapie ont un scanner de préparation qui est fait dans le même centre où la radiothérapie est réalisée. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de... la machine de radiothérapie est les jumelles du scanner de radiothérapie. Donc, les coordonnées passent directement du scanner à la machine, raison pour laquelle on ne peut pas faire le scanner de radiothérapie, par exemple, dans le centre A et le traitement dans le centre B. Donc, les deux doivent être faits dans le même centre. Et on ne peut pas utiliser le scanner de radiothérapie, le scanner diagnostique que vous faites pendant vos contrôles réguliers comme scanner de radiothérapie, parce que ça doit avoir un peu des caractéristiques qui sont pour qu'il matche avec la machine. Après, la partie que le patient ne voit pas, le calcul de la distribution de la dose. Donc, il y a un plan de radiothérapie qui est réalisé. J'essaierai après de vous en montrer un. Le traitement proprement dit, bien évidemment, que vous connaissez, les patients qui ont fait la radiothérapie, et la surveillance, bien évidemment, pendant et après. Donc, un scanner de repérage, à quoi ça correspond? C'est un scanner normal. Vu de l'extérieur, c'est un scanner normal. Le patient, il peut être mis dans des contentions. On verra s'il y en a particulière. Donc, c'est une sorte de système qui permet aux patients d'être dans la même position. Selon la localisation de la lésion, ça peut varier. La position, il faut qu'elle soit la plus confortable possible et il faut que c'est la même que la position dans laquelle le traitement est réalisé. Ça, c'est très important. Après, on a des images de scanner classiques. Là, vous voyez un scanner du crâne et un contourage, c'est-à-dire que l'oncologue radiothérapeute, vous voyez ici un exemple de scanner de radiothérapie, c'est une lésion pulmonaire, une petite lésion traitée en radiothérapie stéréotaxique, et vous voyez, il y a des poumons, donc comme disait le professeur Bess, imaginez que le patient soit comme des sortes de tranches de jambon, un horizontal pour la figure de gauche et un vertical pour celle de droite. Et vous voyez, tout ce que vous voyez comme contour coloré, c'est les poumons à la fois, le cœur, le foie, les bronches, l'œsophage. Et donc, en radiothérapie, on a des sortes de tableaux pour lesquels des limites de dose sont fixées pour chaque organe. Et l'enjeu, c'est, quand on délivre un traitement de radiothérapie, c'est bien évidemment de ne pas dépasser les contraintes pour chaque irradiation. Ça va de soi, bien évidemment, mais bon, c'est important de le spécifier. Donc, qu'est-ce que sont la petite boule, si vous me permettez le terme rouge, c'est la tumeur qu'on va irradier. Et il faut que la tumeur irradiée reçoive
le 98% de la dose, donc on raisonne en termes de pourcentage en radiothérapie, et là, il y a une décroissance de la dose qui est très, très importante en radiothérapie stéréotaxique, et vous voyez par exemple que dans on les appelle ces lignes colorées isodoses, donc c'est comme une cartographie quand on va à la montagne, on a des cartes qui ont des lignes qui représentent la même hauteur. En radiothérapie, c'est pareil, sauf que ce n'est pas une hauteur dont on parle, mais c'est plutôt une dose. Donc, la ligne verte, elle relie tous les points qui reçoivent au moins le 50% de la dose. Donc, vous voyez à l'extrême gauche un peu la légende. Et un bleu, vous voyez à 2 cm du volume irradié, il faut qu'il y ait le 30% de la dose. Donc, on essaye de préserver les organes autour qui ne sont pas la cible de la radiothérapie. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs figures professionnelles que vous allez voir dans un département de radiothérapie, les médecins, bien évidemment, mais aussi les physiciens, des dosimétristes, et les personnes, les chargés de contrôle qualité qui font les contrôles de qualité sur le plan de radiothérapie. Donc, en général, la radiothérapie, sauf exception, elle est délivrée une séance par jour, sur 5 jours par semaine. Il y a une pause le week-end, pause pour les équipes, mais aussi pour le patient, pour qu'il ne fatigue pas trop et pour qu'il y ait une sorte de récupération des tissus sains. Et la durée est variable en fonction du type de traitement. Donc, on a l'extrême de 1 à 33 séances. Et sur la base de quoi on décide le nombre de séances? C'est assez bien codifié sur la base du type de traitement. Donc, en général, les patients chez lesquels on traite des métastases ont des traitements plus courts. Les traitements chez lesquels on fait des irradiations thoraciques ont des traitements qui peuvent durer une trentaine, 20 à 33 séances, normalement. Donc, on a les deux cas de figure. Donc, maintenant, typique chez les patients qui ont des maladies métastatiques sont les irradiations de radiothérapie stéréotaxique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec et ça veut dire ordonnancer dans l'espace. Donc, l'idée est de donner, comme dans le plan du patient qu'on a vu tout à l'heure, des fortes doses de radiothérapie, mais d'une manière très précise, pour que l'incertitude soit réduite au maximum. Normalement, on a 1 à 5 séances de radiothérapie. En radiothérapie, la dose absorbée par le patient se mesure en termes de Gray. C'est l'unité de mesure, donc vous la verrez dans tous vos comptes rendus si vous n'avez jamais fait de la radiothérapie. Et forte dose, ça veut dire une séance de 20 à 24 Gray ou 3 séances de 10 et 5 de 7. La radiothérapie stéréotaxique agit avec un phénomène assez particulier vasculaire, une sorte d'infarctus tumoral qui est généré dans la tumeur. Donc, où on peut faire la radiothérapie stéréotaxique? Virtuellement partout. Au niveau là où il y a des métastases, on peut irradier. Il faut que la lésion soit relativement petite, donc fasse moins que 4-5 cm. Mais pour le reste, on n'a pas de limite d'organes, donc on peut réaliser ce traitement au niveau des poumons, au niveau du cerveau, du foie, des os, prostate, mais aussi surrénal et ganglions, un peu partout. Historiquement, cette technique a été mutuée par la neurochirurgie, donc on utilisait un système de cadre invasif, là vous voyez un instrument de torture, et le cadre était vissé aux os crâniens, donc là en particulier, imagine que c'était assez lourd pour le patient, mais il y avait des coordonnées fixes dans l'espace pour atteindre une zone spécifique du cerveau, donc coordonnées dans les 3 axes. Là, au fur et à mesure, le système a évolué. Dans les années 50, on a développé ce système qu'on appelle cadre stéréotaxique en Suède, et puis c'était exporté au Japon. Et ici, vous voyez le traitement à travers une machine qui s'appelle Gamma Knife, qui utilise des sources de cobalt pour atteindre la lésion. Et aujourd'hui, on va vers un système qui essaie de se passer de ce cadre stéréotaxique pour utiliser un système sans cadre qu'on appelle frameless de l'anglais. Donc, on utilise vous les voyez, on les appelle masques, même si masque, peut-être c'est un terme un peu trompeur. Elles sont réalisées dans un matériel, dans une sorte de plastique thermoformé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se modèle avec la chaleur. Elles sont mises c'est des feuilles en plastique qui sont
placé dans une espèce de petit four micro-ondes qui les ramollit un petit peu. Et après, lors du scanner de radiothérapie, elles sont réalisées, posées sur le visage du patient. Donc, elles sont personnalisées, elles s'adaptent à votre visage. Elles n'ont qu'une fonction de garder un peu votre tête dans la même position pendant tout le traitement pour minimiser les mouvements. Et cette technique sans cadre a permis que la technique de radiothérapie stéréotaxique puisse être exportée au-delà du crâne, au poumon, par exemple, au foie et à l'os. Donc, vous allez entendre beaucoup de noms de machines, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus ou moins, c'est la technique qui est importante et les machines sont un peu équivalentes les unes avec les autres. Donc, ce qui importe, c'est la technique. Une des machines qui est utilisée, par exemple, pour la stéréotaxie intracrânienne, mais aussi extracrânienne, mais là, les images sont que du crâne, c'est le CyberKnife. C'est un robot qui est monté, sur lequel est monté un mini accélérateur linéaire. Et donc, vous voyez, c'est un peu une forme d'une sorte de doigt. Et ce robot, il bouge avec un degré de liberté de 6 degrés. Et il arrive à travers la génération de nombreux faisceaux, on a en moyenne, pendant un traitement, une centaine, 200 faisceaux qui sont générés, qui convergent dans une sorte de centre et qui arrivent à donner des traitements très, très conformationnels en radiothérapie stéréotaxique, mais le même résultat peut être obtenu avec des LINAC, c'est-à-dire des accélérateurs linéaires. Je vous ai mis les noms des plus utilisés. Et pour les cibles extracrâniennes, avec dernièrement l'IRM LINAC, qui est un accélérateur linéaire sur lequel est montée une IRM. Et c'est surtout utile pour les organes, les cibles abdominales qui bougent pendant la respiration. Donc, les indications, il y a pas mal d'incertitudes. Il y a certes, pour certains types de radiothérapie stéréotaxique, un bénéfice fonctionnel et antalgique. On observe un certain bénéfice en survie chez les patients oligométastatiques en complément du traitement systémique, mais on l'utilise parfois aussi pour différer les traitements systémiques chez les patients oligométastatiques ou bien pour garder le même traitement systémique chez les patients qui sont en oligoprogression, c'est-à-dire où peu de cibles progressent, alors que la plupart de la maladie reste contrôlée par le traitement systémique et où les cibles que progressent peuvent être ciblées par de la radiothérapie stéréotaxique. Donc, les effets secondaires sont assez variables et varient selon la région irradiée, mais aussi la dose délivrée, l'association avec des traitements. Donc, une radiothérapie stéréotaxique délivrée au niveau du crâne n'aura pas les mêmes effets secondaires d'une radiothérapie pulmonaire ou d'une radiothérapie hépatique. Donc, ça, je vous donnerai quelques détails, mais sans rentrer trop dans les détails, il faut savoir que les effets secondaires dépendent vraiment de la zone irradiée. Et en général, tous les patients ressentent une certaine fatigue qui se déclenche à partir de 2 à 3 semaines après l'irradiation, avec des effets locaux qui dépendent de l'endroit irradié. Toxicité pulmonaire qui est assez limitée, la principale toxicité chez les patients qui ont des irradiations thoraciques, bien évidemment. Jusqu'à un tiers des patients a une toxicité pulmonaire, la plupart est asymptomatique. Donc, on en a parlé, mais effectivement, après radiothérapie, on verra des images après, il y a invariablement une sorte de cicatrice pulmonaire. Donc, le scanner thoracique ne sera jamais normal après radiothérapie. C'est une notion qui est importante à entendre pour les patients aussi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si dans le compte-rendu après radiothérapie, il y a écrit consolidation. C'est normal. C'est la lésion qu'on a irradiée. C'est une cicatrice. Normalement, la toxicité après radiothérapie stéréotaxique pulmonaire est très limitée. Surtout pulmonaire, une petite pneumopathie post-radique ou bien des douleurs de la paroi thoracique si la tumeur est collée à la paroi. Si le traitement est plus fractionné, même dans les cas de patients métastatiques, on peut être amené à irradier une cible thoracique avec des traitements concomitants est un peu plus importante et s'associe aussi à une toxicité œsophagène ou cardiaque. Donc, vous voyez, le premier scanner sur la gauche, c'est le scanner de radiothérapie, donc le scanner de planification, planning à l'anglais. Et vous voyez toutes les modifications qu'on a à 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. Tous les 3 mois, le patient a été scanné ou tous les 3-6 mois.
Et on voit que c'est cette sorte de lésion tumorale qui après devient une consolidation plus ou moins condensée, bah, elle se modifie pas mal dans le temps. Donc, ce qui est la deuxième notion, c'est que après radiothérapie thoracique, les images ne restent pas fixes dans le temps, mais peuvent évoluer sans que ce soit nécessairement une sorte de facteur négatif, prédictif négatif, mais au contraire, c'est normal. Il faut juste le savoir et suivre régulièrement la condensation. Il y a 90% de succès sur les lésions irradiées, donc il faut avoir bien ça en tête. Et en ce qui concerne la toxicité des lésions cérébrales, bien évidemment, la radiothérapie steréotaxique a une toxicité qui est plus ciblée, différente de la radiothérapie de tout l'encéphale. La radiothérapie, il y a des choses en commun. Donc, parfois, surtout quand les lésions de base sont entourées par pas mal d'œdèmes, c'est-à-dire d'inflammation, comme vous le voyez dans cette petite diagramme qui est dans la slide, et ben, la radiothérapie, ce qui fait, ça augmente cette sorte d'inflammation qui est déjà là. Et donc, déjà une semaine après ou même après peu de séances de radiothérapie, on peut avoir des céphalées qui augmentent, des nausées, des vomissements, des crises d'épilepsie, des symptômes neurologiques, jusqu'à voir ce qui est un peu caractéristique de la radiothérapie steréotaxique, la radionécrose qui intéresse jusqu'à 20% des patients, donc la moitié symptomatique. Donc pour les deux, le premier traitement est de la cortisone. On ne la donne pas en systématique avant la radiothérapie steréotaxique, au moins qu'il y ait déjà des symptômes neurologiques, mais à l'absence de symptômes neurologiques, normalement le bénéfice d'une corticothérapie préventive n'a pas été prouvé. Pour la radionécrose, pour les patients résistants à la corticothérapie, on évalue l'administration de bevacizumab qui essaye de contrebalancer cette vascularisation anormale qui se développe après radiothérapie. En ce qui concerne la radiothérapie vertébrale, la première chose, que ce soit stéréotaxique ou pas, le premier effet secondaire que presque tous les patients ressentent, c'est un effet de rebond douloureux qui est assez caractéristique et lié au fait que la radiothérapie augmente cette sorte d'inflammation qui est déjà présente au niveau de la moelle dans la plupart des lésions. Et après radiothérapie stéréotaxique, on a un 3 à 4% de fractures aux tassements vertébraux parce que les os peuvent être fragilisés par la radiothérapie à forte dose. Et chez ces patients-là, on propose des vertébropathies un peu préventives. Pour la toxicité œsophagène, c'est assez, je dirais, classique la prise en charge avec des conseils généraux et aussi des consultations nutritionnelles pour des patients qui font des traitements long cours. La clé est la prise en charge des patients qui sont plus à risque pour volume de la lésion. Toxicité œsophagène qui peuvent survenir aussi dans le cas de traitement de vertèbres qui sont localisées en région cervicothoracique, juste derrière l'œsophage. Donc, c'est important à savoir pour le patient, mais aussi pour le médecin. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci infiniment. Oui. On a une conférence vraiment extrêmement complète, beaucoup de questions. Alors, professeur Bess, vous avez évoqué dans une de vos réponses les vaccins. Et du coup, la question est arrivée, où en est-on des vaccins et de toutes les innovations aujourd'hui dans les cancers métastatiques? Alors les vaccins, oui, ça fait toujours un peu le buzz. D'abord, une info assez étonnante parue dans un très gros journal avec des données assez convaincantes qui montrent que les patients qui ont été vaccinés pour le Covid dans les 3 mois avant leur immunothérapie ont eu des taux de réponse supérieurs. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est finalement un vaccin qui stimule le système immunitaire d'une autre façon. On comprend mal pourquoi, il y a des pistes, mais c'est un vaccin ARN. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller se faire vacciner, mais ce vaccin ARN, moi je le vois, il est encore assez difficilement perçu par mes patients. Souvent, ils me disent « Ok, je fais la grippe, mais non, cette année, je ne refais pas le Covid. » Et en fait, ça montre bien que ce vaccin, il active le système immunitaire. Il peut avoir aussi peut-être des effets collatéraux positifs par rapport à l'immunothérapie.
Ça veut dire aussi que les autres vaccins à ARN sont peut-être intéressants, mais ils ont une autre cible et ils sont en développement avec 2 grandes familles, des vaccins à la carte qui vont être personnalisés avec votre cancer. On va mettre du temps à les faire, souvent 6 à 7 semaines. Il faudra un prélèvement de la tumeur, une analyse profonde et on va faire des vaccins à la carte, patient par patient. Là, les essais sont en cours, surtout en post-opératoire, pour être honnête, c'est-à-dire pour limiter le risque de récidive du cancer. Et puis, il y a des vaccins qui sont ARN, mais tout venant, c'est-à-dire qu'on a choisi des cibles un peu totipotentes par rapport à un type de cancer, et les essais sont aussi en cours. Et puis, il y a des essais plus, on va dire, à l'ancienne, je ne crois pas que ce soit un beau mot, mais on peut le dire comme ça, c'est-à-dire avec pas de l'ARN messager, mais des fragments de protéines. Et là aussi, il y a des essais qui sont en cours après immunothérapie. Donc, voie prometteuse, très peu de résultats qui à chaque fois soulèvent énormément, qui font un gros bruit dans la presse, mais les études sont là et on aura, je pense, d'ici 2 à 3 ans, des idées beaucoup plus claires sur leur place. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une question pour le docteur Botticella. On a vu que finalement, dans le parcours des patients, la radiothérapie, elle n'est pas systématique. Ce n'est pas parce qu'on a une métastatique qu'on a de la radiothérapie. Du coup, finalement, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut être proposé au début d'une maladie métastatique ou au contraire après toute une série de traitements justement médicamenteux et où on voit un peu comment la maladie a répondu et où elle se place? Vous avez parlé aussi de côté symptomatique. Est-ce que j'ai des douleurs dans l'os ou voilà, d'autres problématiques liées à cette métastase? Est-ce que vous pouvez nous préciser ça dans ce cas du cancer du poumon? Et il y avait une question aussi qui est si j'ai eu déjà un traitement de radiothérapie à un endroit, est-ce qu'on peut y revenir si jamais ça reprend? Voilà, ma métastase a été bien cramée entre guillemets, mais Oui. manque de bol, quelques temps après, elle revient. Ah, je viens de voir la question. Alors, pour la première question, est-ce que, même dans le cas d'une maladie métastatique, est-ce qu'on peut être amené à réaliser un traitement de radiothérapie? La réponse est oui. Le premier cas, je pars par le cas plus facile à répondre, hein, pas à vivre, bien évidemment, mais là où la métastase donne des symptômes, que ce soit des douleurs dans le cadre de métastases osseuses, que ce soit des symptômes neurologiques dans le cas de métastases cérébrales, ou bien que ce soit des douleurs de l'appareil thoracique dans le cas d'une métapulmonaire qui commence un peu, entre guillemets, à s'attacher un peu trop à l'appareil thoracique et elle donne des douleurs. La réponse est oui, et c'est le cas le plus fréquent, je dirais même, et le plus classique. Et maintenant, il y a d'autres types d'indications qui sont en train de se développer depuis plusieurs années. Et on parle beaucoup de maladies oligométastatiques. Donc, on associe volontiés, on peut associer la radiothérapie à des traitements systémiques au cas où il reste peu de lésions qui n'ont pas été bien, entre guillemets, nettoyées par un traitement systémique, ou bien au cas où il y ait des lésions qui progressent alors que le reste de la maladie est stable. Donc, c'est un peu les cas classiques où on peut proposer de la radiothérapie. Et est-ce qu'on peut irradier 2 fois la même lésion? Alors, est-ce qu'on peut irradier 2 fois le même organe? La réponse est oui, sans trop de problème, en général. Après, bien évidemment, à vérifier au cas par cas. Est-ce qu'on peut retourner sur la même lésion? La réponse est un peu plus mitigée, oui et non. Donc, de façon un peu scolaire, on considère qu'une fois qu'on a irradié, on réirradie mal volontiers en tant que radiothérapeute 2 fois au même endroit, parce que déjà pour une raison un peu radiobiologique, parce que la première fois, on a sélectionné des cellules qui sont démontrées résistantes à la radiothérapie parce qu'elles ont récidivé. Donc, on considérait de façon un peu peut-être philosophique que si elles n'ont pas répondu à la radiothérapie, on réirradie des cellules un peu radiorésistantes. Mais avec la radiothérapie stéréotaxique, en donnant des fortes doses par fraction, on a un peu supéré ce concept de radiorésistance. Et ce qui nous importe le plus, c'est de la dose que les organes autour ont déjà reçue.
Donc, on a ces fameux tableaux de doses qui nous encadrent un peu et nous disent attention, parce qu'il y a certains organes pour lesquels tu peux irradier un peu plus facilement, comme par exemple le poumon, l'os, et il y a certains d'autres, par exemple la moelle, qui fonctionne un peu, imaginez, comme des interrupteurs d'électricité. Donc, une fois qu'on coupe le fil de l'électricité, le courant ne passe plus. Et là, c'est ce qui se passe quand on a une myélite radique parce qu'on a donné trop de doses de radiothérapie ou bien parce qu'on associe la radiothérapie à des médicaments qui sont sensibilisants aux rayons. Donc, même une dose plus faible de radiothérapie peut engendrer le même résultat de rupture, d'interruption du courant électrique. Merci beaucoup. De rien. Alors, on a un peu dépassé l'heure. Moi, je vous propose de demander à Florence et Armelle si elles ont des questions particulières ou des points sur lesquels revenir par rapport à leur propre histoire ou ce qu'elles ont entendu. Allez, Florence, non? Non, pas de questions particulières. Armelle? Alors, votre micro est fermé. Oui. Combien de temps il me reste à vivre? Docteur Bress? Combien de temps il vous reste à vivre? J'ai été en consultation aujourd'hui. J'ai une patiente qui m'a quasiment mis un couteau sous la gorge pour avoir la réponse. Et je lui ai dit que on a des chiffres qui sont un peu différents de ceux qui s'appliquent sur Internet parce qu'on a accès aux dernières études et donc c'est ces études-là. Mais en fait, sur les études, voilà, les chiffres que j'ai, c'est sur des populations de patients traités et j'ai des durées médianes de réponse au traitement. Ça veut dire que la moitié des patients répondent moins longtemps et la moitié des patients ne répondent plus longtemps. J'ai un pourcentage de patients qui vivent à 5 ans. Ça veut dire que sur 100 patients que je vais voir, X% seront vivants et X ne le seront pas. Mais à titre individuel, moi, ça, c'est ce qu'on appelle un peu de la santé publique, quasiment. Mais à titre individuel, on n'est pas un pourcentage vivant. On est vivant, oui ou non. Et donc, je trouve très compliqué de donner ces chiffres. Parce que je vais donner des médianes, je peux les donner, elles sont disponibles. Mais les gens vont garder ces médianes en disant « Oh là là, il m'a dit ça, c'est là. » Les gens ne comprennent pas que c'est une médiane et que la moitié vont vivre plus longtemps. Ils comprennent que c'est oh, « J'ai de la chance, j'ai vécu plus que ça. » Et j'ai vu des patients aussi prévoir de finir leur vie à cette date-là et être perdus d'aller bien et encore en vie. Et je trouve que c'est terrible parce qu'ils ont dû remonter la pente et tout seul parce que l'entourage ne comprend pas qu'ils soient désarçonnés, parce qu'eux, ils ont mémorisé ce chiffre. Et je trouve terrible de vous mettre un chiffre, etc. Donc moi, ce que je dis, c'est la fenêtre est ouverte, c'est toujours possible et on a des patients qui vivent très longtemps, on ne sait pas dire lesquels et on est très frustré de ça. On travaille pour ça, pour avoir des facteurs qu'on appelle prédictifs de réponse. Quels sont les très très bons répondeurs? Pouvoir le dire dès le départ, évidemment, parce que ça permet de s'organiser. Et ce que vous avez dit est vrai, c'est-à-dire qu'on vit rythmé par les évaluations, avec à chaque fois l'épée de Damoclès, mais il faut aussi à un moment prendre confiance et se dire, mais là, je suis dans une situation où j'arrive à un moment où il y a des longs répondeurs et j'en fais peut-être partie. Et il faut être aussi capable d'inverser un peu les choses et de se dire, mais bon, je fais peut-être partie de ces chances-là. Et puis, si à un moment la maladie repousse, on est là pour vous accompagner à ce moment-là et trouver les autres traitements. Mais je ne vais pas vous donner de chiffres. Oui. Et juste pour finir, parce que c'est l'occasion d'ouvrir aussi sur la recherche clinique, on voit à travers notre réseau, mon réseau cancer du poumon qui a ouvert fin 2016, en fait aussi tout ce côté courte échelle, entre guillemets, il y avait un traitement, mais
on a pu accéder à un essai clinique et puis maintenant, les protocoles ont changé, etc. Donc, c'est vrai que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tous les matins, quand vous vous levez, Armelle, il y a des médecins et des chercheurs qui se lèvent pour vous. Et c'est l'occasion de vous remercier très sincèrement pour tout le temps consacré pour cette webconférence. Il y aura donc un replay accessible dans quelques jours. Et on ne peut évidemment pas rentrer dans chaque dossier, chaque question, mais merci beaucoup pour toutes les réponses apportées ce soir. Et du coup, gardez un œil ouvert sur les prochaines webconférences. Il y avait des questions sur le cancer à petites cellules. On va faire début décembre une webconférence dédiée au cancer à petites cellules dont on parle un peu moins souvent, mais qui concerne aussi de nombreux patients et où il y a de l'espoir qui arrive avec des nouvelles innovations aussi. Donc voilà, gardons ce petit mot de la fin. Et puis, quand on a besoin de se serrer les coudes et retrouver le sourire, retrouvons-nous sur mon réseau cancer du poumon. Maintenant, on peut faire de la sophro. Je vous invite à vous inscrire pour marcher. Il y a notre challenge à plein poumon. D'ailleurs, professeur Bez, vous pouvez venir marcher, vous proposer à vos équipes et à tous vos patients. Pareil pour vous, docteur Botticella. Et vous êtes avec Oriane une très, très bonne soirée. Et à bientôt pour les prochains rendez-vous. Voilà. Excellente soirée. Merci pour toutes ces connaissances, cette pédagogie, ce temps d'avoir pris effectivement le temps de répondre aux questions et pour tous ces messages d'espoir. Et à très vite. Au revoir.